Bonjour à tous et bienvenue en direct sur Public Sénat. Voici le programme de votre après-midi. L'avenir des colonies de vacances en débat au Sénat. Elles seraient en déclin alors que le nombre d'enfants qui ne partent toujours pas en vacances reste inchangé. Pour en parler, on retrouvera Tam Tranui en direct de l'hémicycle du Sénat dans un instant. Et puis à 18h15, Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit aujourd'hui Michel Barnier. Le Français fait figure de candidat du compromis pour prendre la tête de la Commission européenne. Et puis on se retrouve à 19h pour 24h Sénat, le journal. On parlera service minimum à la veille d'une grève nationale de la SNCF avec nos invités ce soir, Mireille Schurch, sénatrice communiste, et l'UMP Marc Laménie. Mais l'autre actualité aujourd'hui au Sénat, c'est la venue de Manuel Valls devant le groupe PS. Objectif pour le Premier ministre, convaincre et s'assurer du soutien des sénateurs socialistes à une semaine de la présentation en Conseil des ministres du projet de loi sur la réforme territoriale. Alors le message est-il bien passé? Voyez ses réactions au micro de Mounir Sossi. Le Premier ministre a été très clair, il sera très à l'écoute de ce que vont proposer les parlementaires et en particulier les sénateurs, nous qui avons cette charge de l'organisation des territoires, c'est notre ADN, la Chambre haute. Le problème, c'est que pendant les 10 années où nous avons été dans l'opposition, nous n'avons pas travaillé, nous n'avons pas préparé cette grande réforme. Et par conséquent, nous devons aujourd'hui, en même temps, réfléchir sur ce qu'il convient de faire et le faire. Et c'est là que les difficultés apparaissent. Michel Barnier, commissaire européen chargé du marché intérieur et des services, a été auditionné par les sénateurs de la Commission des finances. Pour lui, la crise a montré la faiblesse de la monnaie unique. On l'écoute. L'intérêt, si je puis dire, de cette crise, c'est qu'elle a révélé toutes les faiblesses européennes en même temps. Et notamment celle que Jacques Delors avait clairement identifiée au début de l'euro, qui est on ne peut pas avoir une zone monétaire unique, une union monétaire et une désunion économique, budgétaire et fiscale. Et puis, si je puis me permettre, au-delà de ces faiblesses collectives, le fonctionnement, la gouvernance de la zone euro, l'absence de supervision européenne efficace, trop grande dérégulation financière, les faiblesses propres à chaque pays de la zone euro, notamment. Et si cette crise a révélé aussi quelque chose d'important, ne l'oublions jamais, c'est que dans cette zone euro et en Europe en général, le problème de l'un devient très vite le problème de tous. Michel Barnier, qui sera donc l'invité de Preuve par 3, est-il le candidat du compromis pour la Commission européenne, pour la présidence de la Commission? Élément de réponse avec Michel Grossior et Perrine Tarnot à 18h15. Je vous le disais en titre, le Sénat débat en séance publique de l'avenir des colonies de vacances. C'est à l'initiative du groupe communiste. On va tout de suite retrouver Tam Tranui en direct de l'hémicycle. Alors bonjour Tam, quel est l'enjeu de ce débat ? Eh bien écoutez, les jolies colonies de vacances célébrées par Pierre Perret qui a d'ailleurs été cité à plusieurs reprises dans l'hémicycle cet après-midi, ces jolies colonies de vacances n'ont plus la cote. Depuis le début des années 90, on est passé de 24 millions de nuitées annuelles en colonies de vacances à 14 millions, un chiffre donc divisé par 2. Les séjours sont par ailleurs de plus en plus courts et les colonies peinent à satisfaire leur objectif de départ, c'est-à-dire favoriser l'autonomie de l'enfant, mais aussi permettre plus de mixité sociale, faire en sorte que des enfants de différents milieux sociaux puissent partir en vacances ensemble. Qu'est-ce qui explique, Tam, le déclin de ces colonies de vacances ? Écoutez, ces colonies sont de plus en plus chères. Elles sont indexées sur le coût de la vie et les conditions de sécurité et d'encadrement sont de plus en plus contraignantes. Cela est normal, mais c'est un coût lourd à supporter en période de crise pour l'État, pour les collectivités locales ou encore pour les comités d'entreprise. Autre problème, les colonies sont de plus en plus divisées en deux catégories. D'une part, il y a les colonies de luxe pour les enfants favorisés. D'autre part, il y a les colonies pour les familles les plus modestes et donc, à ce titre, l'objectif de mixité sociale n'est plus du tout satisfait. Enfin,
les colonies sont menacées par certaines mesures envisagées ou actuelles. Et cela a été dénoncé tout à l'heure par le groupe communiste dans l'hémicycle, en parlant d'abord du gel des seuils sociaux dans les entreprises ou bien encore de la réforme des rythmes scolaires qui fait qu'il y a des besoins de financement supérieurs pour les centres de loisirs et donc la victime collatérale serait les colonies de vacances. Bref, le droit aux vacances pour tous est très loin d'être satisfait. Rappelons qu'aujourd'hui, 34% des enfants d'ouvriers ne partent pas en vacances et on monte à 50% si on parle des familles les plus modestes. Merci beaucoup Tam pour vos explications. Alors sans plus tarder, direction l'hémicycle pour suivre cette séance et on se retrouve tout de suite après. Je vous rappelle le débat « Quel avenir pour les colonies de vacances ?» à la demande du groupe CRC. La parole est tout d'abord à l'orateur du groupe qui a demandé ce débat, en l'occurrence Madame Isabelle Pasquier. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, communément appelés colonies de vacances, les séjours de vacances ont incontestablement marqué notre mémoire collective. Des souvenirs qui nous renvoient à notre propre expérience, à celle de nos enfants. Pierre Perret en apporte un certain témoignage, certes très personnel dans sa chanson, mais l'écolo, ce n'est pas simplement Youkaïdi Youkaïda, c'est surtout une démarche qui a permis aux jeunes de nos villes, de nos départements, de nos entreprises, de partir en vacances et d'avoir accès à une forme d'éducation qui revendique son caractère populaire. En effet, si les premières colonies de vacances en France, comme ailleurs en Europe, ont été le fait de patronage tant religieux que laïque, elles avaient déjà, outre une vocation sanitaire évidente, une dimension sociale indéniable. Elles s'adressent alors essentiellement aux enfants d'ouvriers qui doivent faire face à des conditions de vie précaires, résultant notamment d'une urbanisation rapide, désordonnée, dont la finalité résidait plus dans la satisfaction des besoins industriels nouveaux que dans l'amélioration de vie des ouvriers et de leurs familles. La Ligue de l'enseignement, créée en 1866 et fervent défenseur de l'école laïque, a largement contribué à l'organisation de séjours à destination des enfants et à vocation sanitaire, sociale, mais aussi éducative. La période de l'entre-deux-guerres, marquée par l'émergence de revendications nouvelles et par la volonté d'acteurs associatifs, mutualistes, syndicaux et politiques de construire une société plus juste et plus solidaire, participera à l'amplification de ce mouvement. On peut parler même d'un basculement, car il ne s'agit plus seulement de permettre aux enfants d'ouvriers d'accéder à des loisirs et un environnement sain, mais de favoriser le développement personnel des jeunes. Pour cela, on avait besoin d'un encadrement formé, et c'est ainsi que sont créés les premiers centres d'entraînement, puis le réseau de CMEA, centres d'entraînement aux méthodes d'éducation active, chargés, eux, de former les animateurs notamment. Puisque les colonies ne sont pas juste un lieu où le jeune passe du temps, puisque la colonie est un lieu d'éducation et de construction, alors il faut, comme à l'école, des règles de fonctionnement et le personnel encadrant doit être formé. L'idée majeure étant que les jeunes s'approprient des savoirs dans un contexte qui n'est ni familial ni scolaire, dans le but de construire le citoyen de demain. Cet objectif explique pourquoi la mixité sociale est particulièrement importante. Initiées par des structures non gouvernementales, les colonies de vacances et le mouvement d'éducation populaire auquel elles se rattachent recevront dès 1936 l'appui du Front populaire avec la création du premier secrétariat aux loisirs et au sport dirigé par Léo Lagrange. Les municipalités, essentiellement de gauche, s'engageront activement pour assurer les besoins de leur population, faisant des colonies un élément de leur politique en direction des jeunes, basée sur des valeurs de solidarité et de partage. Dans ce cadre, le mouvement d'éducation populaire est précurseur pour ce qui est de l'enseignement en faveur de la protection de l'environnement. Le monde salarié n'est pas en reste et progressivement, les comités d'entreprise dotés de budget pour les activités sociales vont, au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, participer eux aussi au développement des colonies de vacances. Je profite du coup de cette intervention pour dire combien la mesure envisagée par le ministre du Travail de geler pendant 3 ans les seuils sociaux serait dramatique.
Vous n'êtes pas sans ignorer, mes chers collègues, que les comités d'entreprise participent au financement des activités de loisirs des salariés et de leurs enfants. Cette mesure, si elle devait être appliquée, se traduirait immanquablement par une perte de pouvoir d'achat des salariés. Municipalités, associations et comités d'entreprise ayant une volonté commune de permettre au plus grand nombre d'accéder à des séjours en dehors du cadre familial, en dehors des contingences financières, à mi-chemin entre vacances et éducation pour tous. Les colonies se distinguent de l'école par le fait que les enseignements ne sont pas scolaires et les méthodes non académiques. On y apprend par l'expérience, par le jeu ou le sport et par la rencontre avec les autres. Comme le précise le dernier ouvrage publié par le Conseil scientifique des Francas, intitulé « L'éducation populaire en jeu démocratique », les colonies de vacances favorisent l'émancipation de tous, par tous et pour tous, en citoyens acteurs qui peuvent dès lors contribuer par leur puissance sociale à la transformation de notre société républicaine vers plus d'équité et d'humanité. La meilleure illustration de la volonté des acteurs de l'époque est la formidable et ambitieuse expérience de la colonie des Maths en Charente-Maritime, initiée par la commune d'Ivry, appelée aussi la République des enfants. Ces derniers étaient appelés à appliquer durant leur séjour les principes démocratiques en élisant parmi eux leurs représentants chargés de travailler avec les encadrants à la résolution de petits conflits et des questions d'organisation. On voit comment, à travers un projet éducatif ambitieux, se conjugue un partage complémentaire entre savoir établi et savoir démocratique, avec l'objectif de la participation active des jeunes à la construction d'une société respectueuse de chacun et de son environnement. Compte tenu de cet objectif ambitieux, vous comprendrez, mes chers collègues, que le groupe communiste républicain et citoyen ait souhaité inscrire à l'ordre du jour du Sénat la question de l'avenir des colonies de vacances. D'une part, l'ambition des colonies de vacances nous semble plus que jamais d'actualité. D'autre part, se pose de plus en plus la question de la pérennisation des colonies, confrontées à une logique marchande qui s'oppose au tourisme social en général, dans un contexte marqué par la réduction des aides financières allouées par les pouvoirs publics. Si les facteurs sont variés, le constat est clair. Malgré l'apport singulier pour les jeunes, le nombre de colons est chaque année en nette diminution. On recensait en 1913 100 000 enfants en colonie, 1 million en 1955, mais le constat formulé par l'ensemble des observateurs est dans la réduction du nombre de jeunes vacanciers depuis la fin des années 90 qui partent en colonie. Le rapport de l'Assemblée nationale sur l'accessibilité des jeunes au séjour collectif et de loisirs souligne deux réalités. 1. Les jeunes sont moins nombreux à partir, et singulièrement dans les classes populaires. Et 2. Les séjours sont plus courts. Force est de constater que ce déclin est d'abord d'ordre économique. Lorsqu'on interroge les familles, la première raison donnée pour ne pas envoyer leur enfant en colonie de vacances est majoritairement celle du coût du séjour. Ce déclin coïncide en réalité avec la période de crise économique qui pèse sur les familles, mais aussi sur les municipalités. Aujourd'hui, les acteurs du tourisme social, municipalités, associations, comités d'entreprise, qui veillaient à ce que les centres de vacances soient des lieux de rencontre des différentes réalités sociales, sont concurrencés par une offre marchande plus coûteuse, plus spécialisée et élitiste. Comme le précise Laura Lee-Dance, directrice d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteure de l'Histoire des colonies de vacances de 1880 à nos jours, ce déclin coïncide, je cite, avec l'arrivée d'une offre marchande sur ce secteur qui va concurrencer la colonie classique, avec son projet éducatif construit autour de la mixité sociale de la communauté enfantine et le vivre ensemble. Pour ces organismes, la rentabilité passe avant le projet éducatif. Le prix d'une semaine de vacances en colonie coûte entre 400 et 600 € par enfant, avec un coût moyen à la journée de 63 €. Selon Jean-Louis de Roussin, président de la Caisse nationale des allocations familiales, un séjour de 12 jours dans un centre de vacances agréé par les CAF revient en moyenne à 574 €, une somme importante, trop lourde pour des familles modestes, pour qui malheureusement les préoccupations quotidiennes, se loger, se nourrir, se vêtir, l'emportent sur le droit aux vacances. Et ce, d'autant plus, mais j'y reviendrai ultérieurement, que la participation de la Caisse d'allocation familiale au séjour en colonie a nettement diminué au cours des années.
Pour autant, ce n'est pas la seule cause. Les colonies associatives, communales ou gérées par des comités d'entreprise connaissent également un accroissement important des prix, de telle sorte que la vocation sociale est de plus en plus difficile à exercer. L'autre constat que nous pouvons faire est le raccourcissement de la durée des séjours. Au summum de la fréquentation des centres de vacances en 1995, toutes périodes confondues, le ministère comptait 28 millions de nuitées. Depuis, ce nombre n'a cessé de diminuer sur un rythme beaucoup plus rapide que la diminution du nombre de départs. En 2011-2012, le ministère ne compte plus que 14 millions de journées enfants en centre de vacances, c'est-à-dire à peu près la moitié. Cet effondrement de la fréquentation est dissimulé par une moindre baisse du nombre de départs, évalué à 15% sur la même période. La durée moyenne de séjour de plus d'une semaine a cessé de se réduire, passant de 17 jours en 1994 à moins de 10 jours aujourd'hui, les durées les plus pratiquées étant désormais 5 à 8 jours. Les séjours de 2 semaines complètes représentent encore 20% de l'offre. En revanche, les séjours de 3 et 4 semaines, qui étaient la norme pendant l'âge d'or des colonies, sont en voie de disparition. Reconnaître ces deux réalités, c'est de fait s'engager dans la voie de la réflexion pour que le succès populaire des colonies d'hier soit retrouvé demain, dans l'intérêt des enfants et de notre société. Mais les réponses sont parfois plus complexes qu'elles ne semblent être de premier abord. Bien entendu, personne ne peut nier que le coût de l'organisation des colonies de vacances a augmenté dans des proportions importantes. C'est une conséquence de l'augmentation du coût de l'hébergement, des prix de l'alimentation ou encore de celui de l'énergie. C'est également une conséquence de l'accroissement du nombre et de la qualité des équipes encadrantes. À la suite d'une décision rendue le 14 octobre 2010, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que si l'activité de moniteur pouvait bien figurer au nombre des dérogations au repos quotidien de 11 heures, admises par la directive temps de travail, le système français ne comportait pas les mesures de compensation ou de protection appropriées exigées par cette même directive pour qu'une telle dérogation puisse être admise. Afin de mettre en conformité la législation nationale avec le droit européen, la proposition de loi Warsmann de simplification du droit, définitivement votée le 29 février, organise pour les animateurs et directeurs occasionnels de séjours de vacances un régime dérogatoire au droit de travail adapté aux contraintes organisationnelles du secteur. Son article 124, introduit par le biais d'un amendement du député UMP des Hauts-de-Seine, Pierre-Christophe Baguet, permet de déroger à la règle du repos quotidien pour les titulaires d'un contrat d'engagement éducatif, CEE, intervenant dans le cadre de séjours avec hébergement. Une solution contestée, notamment par des associations d'employeurs, dans la mesure où elle participerait à augmenter le prix du séjour. D'où la proposition que l'on retrouve dans le rapport remis à l'Assemblée nationale de remplacer le statut de salarié par celui de bénévole indemnisé. Selon la rapporteure de l'Assemblée nationale, ce volontariat s'adresserait à toute personne d'au moins 17 ans qui veut s'engager dans une mission d'intérêt général à finalité éducative auprès d'une personne morale à but non lucratif agréée pour l'accueillir. Selon les termes posés par la plateforme du volontariat de l'animation, tout au long de la vie, le volontaire peut s'engager pour une durée annuelle limitée et fractionnable. Cette proposition tentante, a priori, parce qu'elle aurait pour effet de réduire le coût des colonies de vacances, nous apparaît être au groupe CRC une solution peut-être trop simple, voire même simpliste au regard des enjeux, le rétablissement d'un droit effectif aux vacances pour tous et dans la mixité sociale, et des difficultés réelles qui excèdent de loin la question de la rémunération ou des règles d'encadrement. Je voudrais, avant d'aller plus loin dans mon raisonnement, rappeler quelques évidences. Ce qui a fait le succès des colonies de vacances, c'était que les enfants allaient gagner en maturité, en autonomie, que l'expérience de la vie en collectivité autour d'adultes référents, formés aux besoins spécifiques des jeunes enfants et adolescents, disposant de savoirs pédagogiques, permettait aux jeunes de se développer dans le respect des règles communes. Mais les parents veulent également avoir la certitude que les conditions de réalisation des activités s'effectuent en toute sécurité, que la vie ou la santé de leur enfant n'est pas en danger lorsqu'il participe à une colonie de vacances. Ces préoccupations, mes chers collègues, sont légitimes, vous en conviendrez. C'est la raison pour laquelle je ne pense pas qu'au prétexte d'une réduction de coûts, il faudrait réduire nos exigences
en termes de qualité des prestations hôtelières, des activités proposées ou de l'encadrement. Le débat sur les colonies de vacances ne se limite pas à un problème de coût, mais plus largement, nous avons à nous interroger sur le modèle social dans son ensemble que nous voulons pour nos enfants. Ceci étant, le rapport de la mission commune d'information semble faire de la question du statut des animateurs une question cruciale, mais paradoxalement, il souligne également, et cela me paraît extrêmement important, que le repli des classes populaires et moyennes sur les séjours en centre de loisirs ou sur les vacances familiales serait moins dû, selon les organisateurs de séjours, à la hausse des prix qu'à la réorientation des aides sociales au départ en colonie. Le rapport précisant, et c'est à mes yeux un élément central, que la diminution de ces aides directes et indirectes a augmenté le coût résiduel du séjour pour des familles qui n'ont plus les moyens d'envoyer leurs enfants en colonie sans une aide substantielle. On ne saurait dire mieux. Au titre de cette réorientation des subventions publiques, comment ne pas souligner la diminution notable des aides accordées par la CAF et notamment la suppression des bons vacances. Selon une étude de l'Observatoire des vacances au plein air des enfants et des jeunes, parue dans son bulletin de décembre 2005, donc 10 ans après le début de la crise des colonies de vacances, il y aurait une relation directe et déterminante entre la disparition des bons vacances auparavant distribués par les caisses d'allocation familiale et la baisse de fréquentation des colonies. Cette réorientation de la participation financière de la CNAF est en réalité la conséquence d'une circulaire d'orientation des dépenses d'aide sociale publiée par la CNAF, donc. La Caisse, constatant la stagnation de ses recettes et la faible efficacité sociale des bons vacances, choisit de revoir l'usage des ressources affectées du Fonds national d'action sociale, le FNAS, comme celui des fonds laissés à la discrétion des conseils d'administration des caisses. Ces réorientations dans les priorités de la CNAF apparaissent dès le début des années 80 et s'accentuent au fur et à mesure que les mécanismes d'exonération des cotisations sociales croissent. Je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, et notamment dans ma qualité de rapporteur de la branche famille. La branche famille, à travers sa caisse, est la principale victime de cette politique. Alors que nous nous apprêtons à examiner le PLFSS rectificatif, qui entérinera sans doute le pacte conclu entre le gouvernement et le MEDEF, avec à la clé plusieurs milliards d'exonérations de cotisations patronales supplémentaires, je veux redire que toute suppression de ressources a des conséquences sur les familles et singulièrement les familles modestes. La politique menée en continu depuis plus de 20 ans de réduction des cotisations sociales à la charge des employeurs a un prix, celui de la réduction du champ de la solidarité nationale, celui de la perte d'ambition d'un système formidable et émancipateur né à l'issue de la Seconde Guerre mondiale, celui du sacrifice d'un droit pourtant fondamental des vacances pour tous et entre tous. Et c'est sans compter l'impact de la réforme des rythmes scolaires. C'est en substance ce que rappelle le Haut Conseil de la famille. Dans son avis adopté le 5 février 2013, il attire l'attention sur la croissance des besoins de financement des accueils de loisirs et des autres activités périscolaires qui découlera de la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. À l'opposé des coupes envisageables à la suite de l'application du pacte de responsabilité, le Haut Conseil invite le gouvernement à renforcer le financement de la CNAF à hauteur d'1 milliard d'euros, tout simplement pour faire face aux besoins issus de cette réforme. Nécessairement, de nouveaux choix devront être opérés. Monsieur Philippe Didier Courbin, adjoint à la directrice générale, chef de service des politiques sociales et médico-sociales, explique « Nous souhaitons que les caisses soutiennent ces départs, mais il y aura sans doute de leur part une prédilection en faveur des centres de loisirs en raison de l'aménagement du temps scolaire. Tout cela, mes chers collègues, me conforte dans l'analyse qui est celle de mon groupe. Il est urgent de rebâtir un nouveau pacte social, ambitieux et solidaire, capable de renforcer la sécurité sociale plutôt que d'assister à son délitement progressif. C'est ce constat qui nous conduira prochainement, certainement, lors de l'examen du projet de loi de financement de la sécurité sociale rectificatif, à nous opposer à la réduction des cotisations patronales et à proposer un financement alternatif, solidaire, faisant enfin de la satisfaction des besoins de notre population la ligne conductrice des politiques que nous avons à mener. Autre source d'inquiétude pour notre groupe, le mauvais sort réservé aux communes. J'ai déjà eu l'occasion de rappeler que dans le passé, avec le Front populaire et plus encore
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, les communes avaient largement investi le champ des loisirs et n'avaient pas hésité à acquérir des terrains, des structures pour y construire leurs propres colonies de vacances. Certaines d'entre elles, et je pense par exemple à la mairie de Gennevilliers, n'avaient pas hésité à instaurer une modulation des prix en fonction de la situation financière des familles, introduisant pour la première fois un quotient familial dans la fixation des tarifs des colonies. Décision qui, faut-il le rappeler, avait été attaquée par le préfet au motif que le maire avait pris une décision discriminatoire, contraire aux principes régissant les services publics. Recours cassé par la juridiction administrative, ouvrant ainsi le chemin à une pratique aujourd'hui répandue dans les communes qui conservent des colonies. Et force est de constater qu'elles sont de moins en moins nombreuses. Et là encore, il s'agit clairement d'une question de choix politique et de la détermination des élus locaux à assurer pour leur population un droit effectif aux vacances pour tous. Et des vacances qui ne sont pas uniquement un lieu de détente, mais un lieu de construction culturelle, un lieu d'épanouissement, un lieu qui apprend à vivre ensemble. Mais à l'avenir, la question du maintien de ces lieux se posera nécessairement, y compris pour les plus déterminés des élus locaux. Le gel des dotations, le recul de la solidarité nationale n'est pas sans conséquence sur les communes les plus modestes, qui demain, plus encore qu'aujourd'hui, seront contraintes d'opérer des choix et réaliser des coupes, y compris dans des postes qu'ils estiment essentiels. Et c'est sans compter l'impact sur l'activité économique dans les communes à vocation touristique. Vous le voyez, mes chers collègues, l'avenir des colonies de vacances est étroitement lié à la question de l'avenir de notre pacte social. Pour notre part, nous sommes défavorables aux mesures préconisées par certains qui tendraient à réduire plus encore les droits et les rémunérations des moniteurs ou à en rabattre sur les conditions d'encadrement des jeunes colons. Je pense notamment à la mesure proposée par la mission commune d'information de l'Assemblée nationale qui préconisait ni plus ni moins que de substituer au statut actuel des moniteurs un statut de bénévole. À ce stade de mon intervention, je voulais, mais je vois que je n'ai plus guère de temps, je voulais évoquer l'accident qui est survenu à l'étranger, qui a trouvé la mort de 2 adolescentes. Cet accident extrêmement grave doit nous interroger sur les conditions d'accueil et d'organisation des séjours, notamment à l'étranger. Et d'ailleurs, j'aurais aimé avoir votre avis, Madame la Ministre, sur ce sujet. Nous sommes cependant convaincus qu'il y a urgence de prendre une mesure forte, de nature à assurer la pérennité financière des colonies. Le rapport de l'Assemblée nationale préconise l'instauration d'une taxe sur l'hôtellerie de luxe dont le produit pourrait être affecté à un fonds national. Cette mesure nous semble être de nature à apporter un bol d'air salutaire pour les colonies de vacances et pour les familles. Aussi, Madame la Ministre, je voudrais conclure mon intervention en vous interrogeant également sur la position du gouvernement sur cette proposition. Je vous remercie. Merci, ma chère collègue. Dans la suite du débat, la parole est à Monsieur François Fortassin pour le groupe RDSE. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, le temps des jolies colonies de vacances, chères à Pierre Perret et qui ont illuminé notre jeunesse, semble hélas terminé. Les chiffres fournis par l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, l'attrait pour les colonies de vacances ne cesse de diminuer depuis plus de 2 décennies, avec un dernier pic de fréquentation qui remonte en 1995. La fragmentation des séjours est apparue dans les années 90, a compliqué le comptage. Mais le nombre de nuitées est un indicateur très valable et très parlant, et on a recensé 28 millions de nuitées en 1995 pour 14 millions en 2011-2012. C'est dire l'effondrement de l'attrait pour les colonies de vacances. C'est une baisse, bien sûr, très significative qui a remis en cause l'engagement financier de l'État, des collectivités locales et des comités d'entreprise
qui étaient les principaux soutiens aux associations organisatrices de séjour. En tant qu'élu local, il suffit également de se référer aux réalités de terrain pour s'en convaincre. De nombreuses communes qui avaient acquis des centres de vacances en bord de mer ou à la montagne les ont revendus ou reconvertis. À ce titre, le site La Belle Demeure de France propose des annonces pour des petits châteaux dans lesquels il est clairement indiqué « Colonie de vacances à vendre ». Mon département, les Hautes-Pyrénées, est naturellement touché par ce phénomène et concerné en particulier par l'extension d'un certain nombre de centres de vacances du fait de réparations de plus en plus coûteuses et qui ne peuvent être effectuées. Autant dire que l'âge d'or des colonies de vacances est derrière nous, en particulier celui de l'après-guerre où l'on voyait des trains remplis d'enfants partir en colo, près de 13 300 lieux de séjour en 1951. Sans doute tous les enfants ayant grandi n'ont pas gardé la nostalgie des colos, mais globalement elles ont rempli un rôle social qu'il convient de saluer et de poursuivre. En effet, elles étaient à leur origine guidées par des considérations hygiénistes, voire confessionnelles. Les colonies de vacances ont été ensuite massivement récupérées par les associations laïques qui ont intégré des enjeux éducatifs et les ont donc rendues beaucoup plus attrayantes pour toutes les classes sociales et aussi pour les autorités publiques, qui ont ainsi longtemps soutenu en priorité les colonies de vacances. Mais plusieurs facteurs ont porté un coup d'arrêt à cette évolution. D'abord, l'adaptation aux nouvelles périodicités de vacances avec le développement des mini-camps de moins d'une semaine dans les centres de loisirs de la commune ou dans le camp de scouts qui n'ont pas, hélas, compensé l'extension des colonies de vacances. À ce propos, nos collègues députés Annie Genevard et Michel Ménard les ont recensés dans leur rapport d'information déposé l'année dernière. Ces 21 propositions pour l'écolo du XXIe siècle, nous ne pouvons bien entendu que partager ce constat. Mais il faut dire qu'il y a des choses qui sont mesurables, d'autres qui ne le sont pas. Et l'attrait de moins en moins grand pour les colonies de vacances des enfants des milieux défavorisés. Tout simplement pour une raison, c'est que quand on est en colonie de vacances, il faut se lever à un certain horaire, alors que quand on est en famille, il arrive quelquefois que à ce niveau, il y a un très grand laxisme. Le coût est une des raisons souvent avancées par les familles. En effet, pour s'adapter aux nouvelles exigences de la société, les organisateurs de colonies ont dû proposer des formules souvent plus coûteuses. L'enfant du XXIe siècle n'est plus celui du XXe, du début au moins du milieu du XXe, que l'on faisait marcher dans la campagne au seul rythme d'1 kilomètre à pied, ça use les souliers. Aujourd'hui, avec ce genre de considération, vous n'allez pas attirer le chaland. C'est évident. Le développement des séjours thématiques, souvent orientés sur un sport ou l'apprentissage d'une langue étrangère, a répondu à une nouvelle demande. Mais malheureusement, elle s'adresse aux milieux sociaux aisés, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan culturel. Et là encore, les milieux les plus modestes en sont sinon exclus, du moins ne présentent pas un attrait considérable pour ce genre d'activité. Puis il faut quand même parler argent, puisque cela a déjà été dit, il faut compter 400 à 600 € par semaine pour un coût moyen de 63 € par jour. On est loin des 10 ou 15 € par jour pour les séjours de scoutisme. Et même pour les 35 € d'une journée en centre de loisirs sans hébergement type centre aéré. Il semblerait que cette hausse s'explique par la réorientation des aides sociales d'un côté, et puis en prenant acte de la désaffection des enfants pour les colonies, dans leur format traditionnel, les caisses d'allocation ont favorisé les aides au séjour de proximité et le soutien aux accueils de loisirs et aux familles. On peut difficilement le leur reprocher, car elles ont inscrit leur politique dans une tendance qui, certes, a peut-être accentué le phénomène des affections pour les colonies de vacances, mais a laissé progressivement entrer dans une logique commerciale.
On peut observer le même phénomène s'agissant des comités d'entreprise qui privilégient davantage les aides financières directes aux familles par le biais des chèques vacances plutôt que le maintien des grands centres. À ce propos, si la SNCF a conservé 45 centres et propose encore des départs en vacances pour 15 000 enfants, la Poste, quant à elle, a cédé tout son patrimoine et n'a plus de colonies de vacances. J'ajouterai que la multiplication des normes d'encadrement imposées par l'État a ajouté aux difficultés des associations, alors que, contrairement à une idée reçue, les colonies de vacances sont moins accidentogènes que le milieu familial ou amical. Au final, en schématisant un peu, il résulte de tout cela que nous avons un système à deux vitesses. D'un côté, un système associatif et caritatif qui propose des garderies d'été très demandées en milieu périurbain ou des journées à la mer pour les enfants des quartiers, et d'autre, une offre commerciale de colonies thématiques réservées aux enfants les plus favorisés. Dans ce contexte, les enfants des classes moyennes sont souvent écartés. J'ai évoqué tout à l'heure le fait que l'attrait était moindre du fait d'une discipline de moins en moins acceptée. À l'approche des vacances d'été, ce débat fort opportun doit sensibiliser le gouvernement à la nécessité de donner une nouvelle ambition à la politique d'aide au départ en vacances. C'est en tout cas une préoccupation pour nous, radicaux de gauche. Les inégalités persistantes de l'accès en vacances constituent une brèche du pacte social républicain, parce que les vacances contribuent à la cohésion des liens familiaux et sociaux, elles doivent devenir un droit fondamental. J'évoquerai l'action de Sylvia Pinel lorsqu'elle avait en charge le secteur du tourisme, qui se proposait de lutter contre la fracture touristique. Et comme il y a, Madame la Ministre, une permanence de l'État dans ce pays, je souhaite ardemment avec mes collègues que vous repreniez à votre compte ces idées. Le départ en vacances des enfants est une grande cause qui doit nous rassembler tous, quelles que soient nos sensibilités. C'est un problème qui est d'importance, mais n'oublions jamais qu'il faut essayer de trouver les clés permettant de redonner aux enfants le goût des colonies de vacances. Et ça n'est pas forcément avec des moyens financiers que nous y parviendrons. Il faut d'autres leviers. Si je les connaissais, je vous les dirais. Je me contente simplement d'observer que lorsque des travaux sont réalisés de modernisation, ils intéressent une catégorie sociale, c'est exact, c'est ceux qui sont devenus adultes et qui ont fréquenté des colonies de vacances et qui trouvent que c'est moins cher, bien entendu, que les parties hôtelières traditionnelles et qu'on y trouve beaucoup de plaisir à venir, qui en montagne, qui à la mer, qui à la campagne. Mais ce n'est pas avec cela que l'on relancera les colonies de vacances. Madame la Ministre, il nous faut faire preuve collectivement d'imagination, mais vous avez pour vous un argument que je n'ai plus, c'est celui de la jeunesse. Merci. La parole est à Madame Corinne Bouchoux pour le groupe Écologie. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, je tiens tout d'abord à remercier le groupe CRC pour avoir porté ce sujet aujourd'hui dans l'hémicycle. L'accès aux enfants des vacances et adolescents, dans une forme collective, demeure un sujet d'actualité et un enjeu central pour notre jeunesse et notre société. Et à ce propos, je me demande d'ailleurs si, dans les divers problèmes qui ont été signalés fort justement par notre première intervenante, il n'y a pas aussi le problème du nom colonie de vacances. Colonie, je ne suis pas sûre que ça fasse rêver dans l'imaginaire aujourd'hui. Vacances, oui, mais colonie, ça ne fait plus rêver. Alors, selon l'Observatoire des vacances et des loisirs des enfants et des jeunes, un quart des 5-19 ans sont aujourd'hui exclus du départ en vacances, soit près de 3 millions d'enfants et d'adolescents. C'est cela dont nous parlons aujourd'hui. Un récent rapport déjà cité du député Michel Ménard en juillet 2013 dresse un état des lieux très alarmant de la fréquentation des colonies de vacances en baisse depuis 1995, quels que soient les indicateurs pris, les journées, la durée ou le nombre d'enfants en colonie. Nous partageons donc ce constat
à savoir que alors que les séjours collectifs diminuent, les inégalités augmentent très fortement. Comment renforcer l'accès des mineurs aux loisirs et aux vacances? Comment garantir un droit à des vacances pour tous sous une forme organisée? Selon nous, l'expérience du départ est fondatrice. Partir ailleurs, partir en dehors de son milieu familial d'origine est une expérience qui ouvre à l'altérité, de même qu'à l'apprentissage de la vie collective à travers ses règles, ses contraintes, les horaires, etc. On trouve là des similitudes avec les classes de découverte, dont le nombre dans le système de l'éducation nationale a malheureusement aussi diminué depuis 1999. Mais les colonies et les mini-camps ont lieu, eux, pendant les vacances. Les enfants, les adultes ainsi rassemblés ont plus de temps pour vivre à un autre rythme autour de projets co-construits qui permettent d'échanger, y compris sur la construction d'un futur proche. C'est enfin pour les enfants faire l'expérience d'un autre lieu, quitter son horizon de tous les jours, découvrir d'autres espaces, découvrir la mer, apprendre à connaître la montagne, parfois des pays étrangers, mais aussi découvrir les espaces ruraux, leur faune, leur flore. Des enfants qui découvrent d'autres lieux, d'autres cultures, qui font l'expérience de la vie en collectivité et participent à de tels projets collectifs, pourront mieux se projeter, mieux s'imaginer un parcours de vie et auront plus de facilité à entrer dans une dynamique de projet qui est si souvent valorisée de nos jours, y compris à l'école. La baisse de la durée des vacances et du nombre de séjours frappe plus fortement les familles aux revenus les plus modestes et s'étend aussi aujourd'hui aux classes moyennes, voire parfois aux classes supérieures, lorsqu'en cas de chômage, les parents renoncent à ce type de séjour pour leurs enfants. Les difficultés économiques sont plus fortement ressenties par les familles de milieux populaires et modestes. C'est une évidence. Nous en avons déjà parlé ici, mais il est possible que le changement de système mis en place pour les moniteurs depuis 2011 ait quelque peu fragilisé le système, puisqu'il y a de fait induit une hausse des coûts des colonies qui, peut-être, sont aussi devenus plus chers pour un certain nombre de familles, hormis les autres explications données lors de la première intervention. Pour nous, écologistes, 2 leviers seraient à prioriser. La première serait de refondre peut-être le paysage de l'animation et, dans un deuxième temps, de réfléchir à l'accompagnement et l'aide au départ. Concernant la refonte nécessaire du paysage de l'animation, nous pensons que cette réflexion devra aller de pair avec l'évolution des activités périscolaires, la professionnalisation des auxiliaires pour les enfants, mais aussi la question des jeunes en situation de handicap, sans oublier la question des SP. C'est là que nous posons la question du statut d'animation volontaire qui pourrait trouver toute sa place. Un parcours limité dans le temps qui permettrait de découvrir une logique d'engagement dans des projets. Un autre aspect mérite d'être souligné. Les animateurs aujourd'hui ne veulent pas forcément de plus de temps de repos, mais veulent des rémunérations décentes. C'est peut-être aussi cela, la crise de vocation dans les colonies de vacances. Les directeurs de séjour, eux, veulent des animateurs impliqués qui restent plus longtemps. Ils ne veulent pas passer leur temps à faire et défaire des plannings, ce qu'ils sont d'ailleurs devenus. De plus, les associations, en tout cas celles qui nous ont contactés, qui sont d'accord pour ce passage à un volontariat de l'animation, seraient d'accord pour que, dans un premier temps, il y ait une phase transitoire où plusieurs systèmes d'animation existeraient. Il est, selon nous, grand temps de repenser ce statut. Deuxième point, l'accompagnement et l'aide au départ. L'accompagnement au départ doit se faire localement en co-construction de tous les acteurs. Cette démarche nous semble extrêmement importante. Il faudrait organiser plus de coopération de proximité. Le rôle des communes est important. Les CAF font un rôle stratégique, cela a été dit tout à l'heure, et donc on peut constater que le modèle économique et social des CAF a été très fortement fragilisé par ce qui a été dit dans la première intervention. Nous pensons finalement que, malheureusement, l'État n'ayant plus, ou prétendant ne plus avoir les moyens de financer les séjours en colonie de vacances, il faut aussi se tourner vers d'autres acteurs qu'il faut associer à ces séjours collectifs. Il y a le rôle des fondations, même si nous avons des réserves quant aux fondations. Il y a le rôle stratégique, et cela a été dit, des comités d'entreprise. Donc là, si on va trop loin dans les histoires d'effets de seuil, on va encore avoir moins de comités d'entreprise opérationnels et encore moins de structures qui pourront aider les enfants à partir. Pour finir, nous considérons qu'il est important de remettre à l'ordre du jour le rôle de ces vacances collectives que l'on appelait autrefois les colonies de vacances, et nous partageons une des propositions numéro 11 du rapport de Michel Ménard qui parlait de développer des réseaux territoriaux de départ des jeunes en séjour collectif
permettant le partage du coût des séjours par le jumelage des collectivités dans le cadre des projets éducatifs territoriaux ou bien en ravivant les jumelages européens et internationaux dans ce domaine. Nous trouvons cette initiative intéressante, même si, comme toujours, ces initiatives à l'international profitent plus aux jeunes de milieux privilégiés qu'aux jeunes de milieux modestes. En fait, la vraie question de fond est celle des inégalités qui ont massivement explosé dans notre société et dont les colonies de vacances ne sont qu'un reflet. Le non-départ relègue une partie de la jeunesse, celle qui a pourtant le plus besoin d'un espoir et d'un horizon. Merci d'avoir posé cette question aujourd'hui. Merci. La parole est à Monsieur Alain Dufaux pour le groupe UMP. Monsieur le Président, Madame le Ministre, mes chers collègues, c'est vrai que les colonies de vacances ont connu par le passé un grand succès. Créées à la fin du XIXe siècle pour des raisons de santé publique, afin d'envoyer des enfants au grand air, elles ont pris au XXe siècle un sens éducatif, qu'il soit d'ordre laïque ou confessionnel. À partir de la Libération, l'État s'est impliqué directement dans leur développement, transférant leur tutelle à l'éducation nationale et leur consacrant des moyens importants. Et dans les années 60, près de 1 400 000 enfants fréquentaient les séjours collectifs, soit 11% des 5 à 19 ans. Et nous sommes nombreux, ça a été dit ici, à avoir fréquenté à cette époque la colo, moi le premier. Par la suite, à partir des années 70, l'éducation nationale se désengagea de leur fonctionnement en faveur du ministère des Sports. La fonction éducative des colonies étant passée de mode, la société ayant évolué et les familles partant de plus en plus en vacances, le nombre de séjours d'été diminua considérablement. Mais une seconde phase de croissance succéda à la première, reposant cette fois sur des courts séjours pendant l'année. Soumises à un nouvel impératif de rentabilité, les colonies ont dû s'adapter aux demandes des parents qui ne recherchaient plus seulement pour leurs enfants l'apprentissage de la vie en collectivité, mais aussi un accès à des activités culturelles, de sport ou de loisirs. Et les offres sur catalogue se développèrent. Leur économie prospéra, le taux de départ des 5-19 ans atteignant 14% en 1995, comme me disait tout à l'heure François Fortassin. Alors, pourquoi ce taux n'est-il plus que de 7,5% en 2011? Que s'est-il passé? Et quelles sont les conséquences de cette désaffection? Bien, la mission qui a été créée par la Commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale s'est emparée du sujet et a rendu effectivement ses conclusions en juillet 2013, ce qui a motivé l'inscription de ce débat à notre ordre du jour par nos collègues du groupe communiste. Le rapport identifie plusieurs causes à cette baisse des fréquentations des colonies de vacances. Tout d'abord, d'ordre financier, avec l'augmentation des prix des séjours en colonies de vacances, la suppression des subventions de l'État et de la sécurité sociale, et aussi le retrait des comités d'entreprise. Dernier soutien des colonies qui abandonnent souvent l'achat de séjours collectifs au profit de chaque vacances. Par ailleurs, c'est vrai aussi que les parents sont devenus réticents à envoyer leurs enfants en colonie, doutant quelquefois des conditions d'accueil, craignant pour leur sécurité, et on a observé qu'ils privilégiaient bien souvent des centres de loisirs des communes qui accueillent habituellement leurs enfants et proposent des mini-camps de vacances. Enfin, les contraintes administratives et réglementaires sont devenues de plus en plus importantes, notamment en matière de sécurité, ou pour appliquer de nouvelles normes sur l'accessibilité. Et concernant l'animation, les contrats d'engagement éducatif ont été mis en cause par la jurisprudence européenne et du Conseil d'État, en ce qui ne garantissait ni un statut, ni un temps de repos satisfaisant pour le personnel encadrant. Ça n'est suivi bien évidemment une insécurité juridique et des surcoûts pour les organismes qui se sont mis aux normes. Résultat, aujourd'hui, le public des colonies de vacances est de plus en plus segmenté. D'un côté, une population en grande difficulté qui fait l'objet d'aides ciblées pour des séjours peu onéreux,
les familles aisées s'adressant à des opérateurs privés proposant des prestations beaucoup plus attrayantes et les classes moyennes privées d'aide et de ressources suffisantes ne trouvent finalement pas leur place dans ces dispositifs. Les colonies, c'est vrai, sont donc manifestement en perte de vitesse et nous le partageons tous, cette situation est parfaitement regrettable. Tout d'abord parce qu'elles sont un espace de socialisation, ça a été dit, et d'expérimentation important pour les jeunes. Et bien sûr, un outil de mixité sociale. Et j'y vois pas mal de similitudes avec la suppression de l'ancien service militaire. Ensuite, parce qu'elle participe aussi au développement du tourisme et à l'économie de nos territoires, notamment en ruraux et en montagne. Enfin, parce qu'aujourd'hui, près de 3 millions d'enfants et de jeunes ne partent pas en vacances et ce phénomène est grave. Je pense donc que l'État doit retrouver effectivement un rôle actif d'incitateur au départ en colonie et assurer le maintien des centres de vacances sur tout notre territoire national. Cependant, les solutions préconisées par le rapport de l'Assemblée nationale à ce sujet reposent quelquefois sur des financements difficilement mobilisables, qu'il s'agisse d'une taxe supplémentaire sur les vacances familiales ou de la récupération des aides sociales distribuées par la CAF. L'obligation pour les TPE de proposer des chèques vacances me semble également difficilement envisageable, surtout en cette période de crise. Autre proposition, la taxation de l'hôtellerie de luxe, ça a été dit. Outre qu'elle me semble particulièrement démagogique et stigmatisante, viendrait incontestablement fragiliser un secteur économique dont les activités participent au développement du tourisme en France. Alors, que proposez-vous à ce sujet, Madame le Ministre? Ce n'est pas facile. Sans doute faut-il travailler dans une nouvelle direction, innover pour rendre de nouveau ces séjours beaucoup plus attractifs. Le succès et même le regain des camps de scoutisme, qu'ils soient confessionnels ou laïques, doit nous faire réfléchir aux valeurs et à la forme de loisirs que les familles privilégient aujourd'hui. Autre point, si je suis réticent concernant certaines propositions du rapport, je m'associe volontiers à la demande de repenser le statut des animateurs. C'est un des points certainement les plus cruciaux. L'épisode juridique concernant les repos journaliers a bien montré la nécessité d'une réforme. Et pour être en conformité avec le droit européen et la jurisprudence du Conseil d'État, les centres doivent garantir aux animateurs 11 heures consécutives de repos quotidien, ce qui est bien sûr incompatible avec la réalité, puisque leur présence auprès des enfants inclut habituellement la nuit. Vous connaissez, Madame la Ministre, les coûts qu'entraîne le respect de la législation. De nombreux centres préfèrent aujourd'hui être en situation irrégulière ou même annuler des séjours. Les mouvements d'éducation populaire demandent donc la création d'un statut de volontaire de l'animation, rompant avec la réglementation du travail salarié, ce qui, je le crois, clarifierait la situation et constituerait par ailleurs une certaine reconnaissance de leur expérience. Que pensez-vous de cette proposition? Plus globalement, quelles mesures envisagez-vous pour assurer l'accès de tous les enfants à des vacances, qu'elles soient d'ailleurs collectives ou familiales? Les colonies de vacances, c'est vrai, sont un modèle qui a déjà beaucoup évolué. Et comment comptez-vous les accompagner dans le franchissement de la crise qu'elles connaissent et qu'elles traversent actuellement? Car au-delà d'une certaine nostalgie pour les jolies colonies de vacances, je pense que le sujet mérite que l'on s'y intéresse. Il représente effectivement un enjeu important pour notre jeunesse et l'économie de nos collectivités. Je vous remercie. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Joël Guerriau pour le groupe UDI-UC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, dans le contexte économique, social et politique que nous connaissons, un débat sur les colonies de vacances peut surprendre. Est-il opportun de s'interroger à la veille des vacances d'été alors que nos concitoyens attendent des réponses aux questions les plus urgentes liées à leur quotidien?
Autrement dit, la question première n'est-elle pas où et comment partir en vacances, mais plutôt comment boucler des fins de mois. De plus, à l'heure où l'on nous reproche un excès de lois et de réglementations et qu'une simplification se fait attendre, le législateur doit-il intervenir aussi sur le fonctionnement des colonies de vacances? Je pense que oui. Vous voyez comment les choses peuvent être surprenantes. Je pense que oui, tant les colonies de vacances sont d'un intérêt national. Elles sont un prolongement de l'éducation et une possibilité de nivellement des différences sociales pour les enfants dont les parents ne partent pas en congé. Un quart, et ça a été répété par mes collègues, des enfants ne partent pas en vacances. C'est le cas pour 34% des enfants d'ouvriers et 50% pour les familles les plus modestes. Les colonies de vacances présentent un intérêt collectif double. D'une part, dans le prolongement de l'école, elles constituent un apprentissage privilégié de la vie en collectivité. Les séjours collectifs de mineurs apportent beaucoup aux enfants individuellement, une aération, une ouverture sur des activités nouvelles et bien sûr la sociabilité. D'autre part, et c'est fondamental, elles devraient constituer un temps de partage en mixité sociale. Mais au XXIe siècle, les colonies de vacances ont bien changé. Elles ne sont plus forcément ce lieu et ce moment de brassage socioculturel, au contraire. Il semble que deux formes distinctes de colonies aient évolué. Les unes plus lucratives et thématiques et les autres de plus en plus réservées à un public social. Une autre réalité mobilise notre action, celle de l'érosion de la fréquentation des centres de vacances. Le taux de départ des 5-19 ans en séjour collectif de vacances dépassant 5 nuits n'excède pas 7%. Ils étaient encore 14% en 1995. Les comités d'entreprise se sont progressivement désintéressés de cette formule alors que les offres devenaient plus spécialisées sur des thèmes assez variés et de plus en plus chers. Il faut ajouter à cela la suppression des subventions qui compensaient ces écarts pour les familles modestes. La mixité sociale n'est plus le point des colonies de vacances. Pour répondre aux attentes des clients, elles se sont spécialisées et en se spécialisant, elles ont segmenté l'offre et donc la fréquentation. L'essor des séjours thématiques provoque des tarifs élevés liés à la surenchère des offres. Par exemple, les séjours linguistiques sont hors de portée des enfants issus d'un milieu modeste. À l'inverse, les familles aisées se détournent des colonies de vacances qui ne proposent pas un niveau d'activité répondant à leurs attentes. La conséquence est l'instauration d'un entre-soi social des séjours, au détriment des enfants des classes moyennes qui sont pourtant les garants de cette mixité sociale. Autre problématique de taille sur laquelle repose le débat d'aujourd'hui, le statut de l'animateur. La remise en cause du modèle économique des colonies de vacances participe à une hausse des tarifs, puisque le coût d'un animateur salarié n'a rien à voir avec les pratiques de rémunération traditionnelles. Le statut de l'animateur s'est professionnalisé, entraînant des obligations contractuelles et générant obligatoirement une hausse des coûts pour les organisateurs et des prix de séjour pour les parents, entraînant une augmentation également et une baisse de fréquentation. Face à cette situation, 3 propositions nous semblent prioritaires à travers ce rapport. La première a pour objectif de réinsérer la mixité sociale. Ce sont les 5 premières propositions du rapport à l'Assemblée nationale qui ont été présentées par le député socialiste Michel Ménard, qui lui aussi est de Nantes. Je tiens à rappeler que les colonies de vacances n'ont pas vocation à accueillir uniquement des publics segmentés. Pourtant, selon la puissance d'un comité d'entreprise ou les moyens d'une commune, le niveau des activités et la qualité des lieux d'accueil créent une hiérarchie sociale. Il me paraît donc primordial de faciliter l'accès des séjours collectifs au plus grand nombre et notamment en direction des classes moyennes. Dans le contexte que nous connaissons où les marges de manœuvre financières restent faibles, il est de notre devoir de ne pas en faire porter les conséquences aux plus jeunes générations. Monsieur le député Ménard propose de créer un fonds national d'aide au départ en vacances collectives financé par une nouvelle taxe sur l'hôtellerie de luxe. La question qui se posera, c'est ces fonds serviront-ils réellement à la cause des séjours des jeunes des classes moyennes? Espérons-le. Autre piste plus opérationnelle au soutien des départs en vacances, celle d'une adaptation des chèques vacances. Il est encore trop méconnu que des chèques vacances sont maintenant accessibles à tous les salariés, y compris ceux des entreprises de moins de 50 salariés et donc sans comité d'entreprise. Une visibilité plus large de cette offre permettrait d'optimiser le financement des séjours des enfants de salariés. Négocier avec l'Association nationale des chèques vacances la création d'un chèque spécifique au séjour collectif pour les mineurs me semble être une piste intéressante. Une campagne nationale de promotion des colonies de vacances couplée à l'instauration de chèques vacances dédiés permettrait un nouvel élan à la mixité sociale et à la fréquentation de ces séjours collectifs. Le rapport propose également de solliciter la SNCF à présenter une offre commerciale favorable.
au transport de groupes de mineurs plus adaptés aux contraintes des organisateurs de séjour. En tant que fils de cheminot ayant été à la fois colon à la SNCF ou encore animateur, je trouve que la SNCF devrait effectivement apporter sa pierre à ce projet. Ensuite, le rapport lit 8 propositions pour réorganiser les trop nombreux acteurs du secteur autour d'un réseau plus dynamique, mutualisant les moyens et bénéficiant de labels. C'est un immense chantier de concertation, d'association et d'entente qui pourra coordonner en fait ces travaux sans créer des contraintes nouvelles dans un secteur où tous les acteurs se connaissent déjà bien, mais n'ont pas, jusqu'à ce jour, manifesté la moindre volonté de se regrouper. Mais surtout, comparons les infrastructures. Les associations, les comités d'entreprise et les municipalités peinent à entretenir et à garder aux normes leur patrimoine immobilier destiné à accueillir les jeunes. Ces colos de bord de mer ou de la montagne sont vieillissantes et deviennent au fil du temps de véritables friches de loisirs. Des exemples existent autour de nous. C'est toute la problématique des lois de mise aux normes sur les bâtiments, l'accessibilité, le littoral, qui engendre des frais importants pour un usage qui, lui, reste saisonnier. Je suis frappé de comparer les moyens des colonies privées avec celles qui dépendent de la gestion publique. Alors parlons du coût pour les enfants dont les parents ne bénéficient pas d'un comité d'entreprise puissant et qui doivent faire le choix entre un départ estival familial et l'inscription d'un enfant dans un centre de vacances. Pour les familles les plus modestes, l'intervention coordonnée de la CAF et des CCAS reste très efficace et permet le départ du plus grand nombre. En Loire-Atlantique, le dispositif VACAF prend en charge une part non négligeable des coûts. Pour un quotient familial à 475 €, c'est 75% de la facture qui est prise en charge. Pour un quotient familial entre 476 et 625 €, c'est 65%. Les municipalités et les comités d'entreprise ne répercutent pas entièrement le coût réel des prestations sur les usagers et modulent des participations en fonction de leurs quotients familiaux. Mais en revanche, les associations n'ont pas les moyens de procéder de la même façon dans le cadre de l'organisation de leurs colonies de vacances. La deuxième proposition est la réintroduction des finalités éducatives au cœur des projets portés par les colonies de vacances. Il est avéré que les colonies de vacances relèvent d'une forme d'éducation active. En parallèle de la reconquête de la mixité sociale, réhabiliter la finalité pédagogique de ces séjours sera complémentaire de l'offre commerciale qui se développe pour un autre public. Il semble pertinent d'engager une réflexion sur la complémentarité éventuelle entre les séjours collectifs des mineurs en période estivale et l'année scolaire, désormais soumise aux activités pédagogiques périscolaires, lesquelles pourraient être regroupées lors de mini-camps. Concrètement, il faut soutenir les colonies de vacances qui mettent au cœur de leur projet des activités éducatives reconnues par l'État. Il est crucial de mettre en avant des activités qui répondent à des objectifs supérieurs dans le développement de l'enfant, comme l'apprentissage de vivre ensemble, les jumelages qui ont été déjà cités, ou encore l'initiation au développement durable. Des activités de proximité et de plein air ayant une valeur ajoutée éducative permettraient de rendre les séjours collectifs accessibles au plus grand nombre. La troisième proposition prioritaire, selon nous, concerne le statut de l'animateur. Faut-il instaurer un volontariat d'animation tel que le préconise la proposition 20 du rapport Ménard? L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne d'octobre 2010 a mis à mal le contrat d'engagement éducatif, qui donnait un statut dérogatoire aux moniteurs et directeurs de colonies de vacances et de centres de loisirs. Je suis attaché au fait que les colonies de vacances restent encadrées par des jeunes qui souhaitent s'engager. Il faudrait au moins rester dans un cadre de mission d'intérêt général à partir du BAFA ou du BAFD. Des emplois saisonniers avec des rémunérations et des cotisations légales. Les titres nécessaires ou équivalence à l'encadrement des accueils sont nombreux. Si l'on s'arrête aux deux principaux, le BAFA et le BAFD, on constate que pour ces deux diplômes, il y a là un coût élevé. C'est de l'ordre en moyenne de 1 060 € pour les 2 stages nécessaires pour l'obtention de ces diplômes. Or, pour un temps d'utilisation qui est relativement court, puisque un BAFA maximum d'utilisation, c'est 8 ans. Et il est très rare d'ailleurs qu'un animateur soit animateur pendant 8 années en réalité. Et quant à la BAFD, c'est 4 années. Donc c'est vraiment un investissement sur un temps très très court. Et ce titre est périssable et doit être réactualisé régulièrement. Ce n'est pas un diplôme professionnel, il ne concerne que les animateurs et les directeurs occasionnels. Les conditions actuelles d'emploi sont problématiques. La législation est trop lourde et complexe et d'inspiration sécuritaire exagérée. De même, le repos compensateur entraîne une augmentation de 20% de la masse salariale. Revenons à l'esprit des colonies qui repose sur le temps partagé entre les animateurs et les enfants. Une négociation avec les partenaires sociaux doit être une solution avant de légiférer. Sur le statut d'animateur bénévole, le rapport propose un volontariat de l'animation.
réservé au milieu associatif où le moniteur s'acquitte de manière désintéressée d'une mission d'intérêt général et reçoit en compensation une indemnité et une formation. Bien entendu, cette activité doit être occasionnelle. Il faut pouvoir valoriser l'expérience et les compétences acquises dans le cadre de ce volontariat dans le parcours scolaire et professionnel. Pour terminer, je regrette que le projet de loi sur l'économie sociale et solidaire qui vient d'être discuté dans notre Assemblée n'aborde pas le sujet des colonies de vacances. Elles peuvent devenir un secteur phare de l'économie sociale et solidaire si elles se regroupent, se structurent, se fédèrent et qu'elles sortent pour notre action du champ d'application des marchés publics ou, à défaut, en étendant aux appels d'offres les critères de mixité sociale et de finalité éducative de séjour. Mes chers collègues, la situation des colonies de vacances est préoccupante. La prépondérance d'opérateurs à but lucratif participe à l'inflation des prix et à une course à la surenchère au niveau des offres, au détriment du sens premier des colonies de vacances qui repose sur le vivre ensemble d'enfants de tous horizons socio-culturels. Les associations organisatrices auraient tout intérêt à adopter un statut juridique de groupement économique solidaire et à se recentrer sur des activités pédagogiques assumées. Notre groupe participera à apporter des réponses qui permettent aux colonies de reprendre vigueur et de perdurer. Nous pensons que plusieurs pistes devraient être davantage creusées. En particulier, il s'agit d'accentuer l'aide aux familles les plus modestes, d'intervenir sur le coût de formation des animateurs et faire aussi en sorte que ces diplômes deviennent une réelle valeur ajoutée en les incluant dans un dispositif de valorisation de leurs acquis professionnels. Et enfin, il nous semble qu'il faudrait aussi creuser le soutien à la réhabilitation du patrimoine. Pour tout cela, nous remercions vivement le groupe CRC d'avoir pris l'initiative de cet excellent débat. Merci. Madame la ministre, mes chers collègues, j'ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence dans notre tribune officielle d'une délégation du Sénat du Tadjikistan, conduite par M. Ubali Djoulaev, président du Sénat du Tadjikistan et aussi maire de Dushanbe. Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie que vous portez à notre institution. Cette délégation est accompagnée par notre collègue M. Yves Pozzo di Borgo, président du groupe d'amitié France-Tadjikistan. Au nom du Sénat de la République, je leur souhaite la bienvenue et je forme les vœux que, pour leur séjour en France, contribuent à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. La parole est à Monsieur Michel Le Scouarnec pour le groupe CRC. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les colonies de vacances font partie de la culture populaire au double sens du terme. Populaire parce qu'elles ont accueilli et continuent de le faire des millions d'enfants et de jeunes, même si les statistiques montrent une régression de la fréquentation. Populaire parce qu'elles offrent du point de vue socioculturel, la possibilité de vacances aux enfants des familles de catégorie sociale moyenne et modeste. Elles cultivent ainsi une vraie mixité sociale. Nombreux sont ceux qui ont des souvenirs de colonies de vacances, des histoires à raconter, des photos à montrer ou des objets de souvenirs qui incarnent tel le sac à dos leurs expériences. Cet espace-temps est avant tout un lieu émotionnel de rencontres, de disputes et d'amitié, et même parfois d'amour. Vous êtes d'accord? Alors voilà. Moi, j'ai fait aussi pas mal de colos. Elle permet une appréhension du monde concret, au rythme des transports collectifs, à la sueur de la marche à pied ou aux longues soirées enchantées par les veillées. Les colos sont ainsi passés d'une création par le secteur associatif à une appropriation par le secteur marchand. De la quasi-gratuité, grâce à l'encadrement par des bénévoles, au séjour payant suite à une professionnalisation des personnels. Ces derniers ont d'abord été très mal rémunérés. Je vais vous le dire, vous avez peut-être oublié. Par exemple, en 1969, je percevais 10 francs de la journée, soit un tiers du SMIC. Le SMIC était entre 900 et 1000 francs. Le séjour durait 23 jours, donc c'était presque du bénévolat. Vous gagnez à peine 300 francs. Et on dépensait déjà la moitié pendant le séjour pour la journée de repos. Vous vous souvenez bien.
Sur les 12 200 organisateurs de séjours avec hébergement recensés en 2011, 8 300, soit 68%, sont des associations et seulement 3 500, soit 29%, des collectivités territoriales. Ça vous rappelle votre jeunesse, vous l'aviez oublié. Hein. Le rapport parlementaire sur l'accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs, rendu le 12 juillet 2013, jour de mon anniversaire, fait un bilan de colonies aujourd'hui. En préambule, il considère que les colonies de vacances s'inscrivent dorénavant dans un nouveau contexte où la relation entre les jeunes et leur temps de loisirs s'est considérablement transformée au fil du temps. Il pointe aussi un émiettement de la fréquentation des colos depuis 20 ans. Le taux de départ des 5-19 ans en séjour collectif de vacances de plus de 5 nuits, c'est-à-dire en colonie de vacances, qui avait atteint 14%, vous l'avez déjà dit certains d'entre vous, en 1995, d'autres ont dit 1 million de nuitées, 28 millions à l'époque, n'est plus que de 7,5% donc en 2011, et pour des séjours plus courts. Cette évolution préoccupante mérite d'être soulignée et doit être mise en lien avec la hausse des prix des colonies, entre 400 € et 600 € maintenant par enfant pour une semaine. Par jour, c'est entre 63 et 75, tout dépend de la distance entre le domicile et le lieu de séjour. Les vacances, d'une manière générale, devraient être un droit pour tous. La crise actuelle est une menace qui pèse sur les budgets. Pour preuve, 30% de nos enfants ne seraient jamais partis en vacances. Cette situation est grave, car les besoins existent encore plus aujourd'hui qu'hier, du fait de la pauvreté grandissante, du chômage qui s'étend, chômage de masse, de la précarité qui galope. Mais les coûts ont fortement augmenté de l'ordre de, j'ai dit tout à l'heure, de 63 à 75 € la journée, d'où un repli important des familles sur les centres aérés, les CLSH ou les ALSH qui les organisent. Les communes et les caisses d'allocation familiale ont beaucoup investi ces dernières années, c'est vrai. De même que pour l'accueil de la petite enfance. Le coût en est très inférieur parce qu'en plus les communes, lorsqu'elles sont organisatrices, mettent en place un calcul tarif basé sur le quotient familial, avec 4 ou 5 tarifs qui permettent d'ailleurs d'assurer la mixité sociale dans ces centres aérés. Néanmoins, je dirais tout à l'heure que ça n'a pas la même portée que les colonies de vacances ou les classes de découverte. Quant aux comités d'entreprise, les CE, ils ont peu à peu préféré se tourner vers des opérateurs à but lucratif pour les vacances des enfants et de leurs salariés, délaissant la majeure partie des colonies traditionnelles organisées par des associations ou des collectivités territoriales. Heureusement, certains CE continuent d'y croire et de s'y investir, comme le CE de la SNCF, avec 14 000 enfants concernés, tout comme les organismes tels que les associations de pupilles de l'enseignement public, les PEP. Chez nous, dans le Morbihan, les PEP 56 gèrent 6 centres de vacances, 2 bases de voile, soit 1 000 lits au total. En un an, ils accueillent 17 000 enfants ou ados, dont 13 500 en colo ou classe de découverte. Alors, en gros, c'est 1 tiers en colo, 2 tiers en classe de découverte. Malgré cet engagement exceptionnel, il leur est promis la suppression au minimum, Madame la Ministre, d'un poste de direction. Tous ces aléas, conjugués avec l'augmentation des coûts, empêchent les jeunes qui en ont le plus besoin d'accéder à ces séjours. La réalisation d'un objectif de mixité sociale est ainsi compromise. C'est extrêmement préjudiciable pour leur avenir, car malgré l'intérêt des centres aérés, ceux-ci sont loin de répondre aux mêmes objectifs. Mais par contre, ils sont très complémentaires. L'apport éducatif, la construction de l'autonomie, l'apprentissage de la vie en groupe ou en collectivité, l'éducation à la citoyenneté, tout ceci en dehors du cercle familial, c'est, j'allais dire c'est extra, bon. C'est un apport comparable à celui d'une classe de découverte pendant la période scolaire, elle. Les 2 formules permettent aux enfants de s'épanouir, car elles les placent en situation de réussite. Je le dis, je l'ai vécu à maintes reprises. Je n'y croyais pas au départ, mais la classe de découverte permet de débloquer la plupart des enfants qui ont des difficultés. C'est là, en travaux manuels ou en sport ou en chant, en activité dite d'éveil, que l'enfant trouve son autonomie et permet d'être mis en valeur. Il a besoin d'être mis en valeur, sinon, si on veut qu'il échoue, laissons-le en échec devant sa feuille blanche et il est sûr de ne pas réussir. Je le dis avec mon cœur parce que j'ai vraiment été à chaque fois très surpris. La plupart des enfants changent, et surtout ceux qui avaient un certain blocage. Évidemment, le coût du séjour est moins élevé. Pourquoi? Parce que classe de découverte, les enseignants encadrent
et ils ont des parents d'élèves de l'amicale ou du conseil d'école qui accompagnent, et quelquefois ils font venir même le maire pour le rajeunir, et il est arrivé que le maire accompagne des parents d'élèves en bénévole. C'est excellent, je peux vous dire. On reste en lien avec le réel. À l'heure où l'on parle de décrochage scolaire et d'échecs graves, on en parle beaucoup dans les commissions et à tous les niveaux, et dans la presse et dans les médias. Ça concerne 15 à 20% des élèves. Il serait tout de même dommageable de ne pas les soutenir, les colos. C'est d'abord à l'État de maintenir ces aides, car cette contribution à la réussite scolaire est un très grand bénéfice pour la société. Et ça, personne ne l'avait dit. On ne l'a pas calculé. Mais il n'est jamais pris en compte dans le calcul du coût d'un séjour ou pour le budget de la France. Les vacances qui peuvent sembler normales pour certains sont en réalité un véritable luxe pour une grande partie de la population. Pourtant, loin d'être anodines, elles peuvent jouer le rôle de déclencheur et de levier pour aider les familles en difficulté à reprendre une activité, à reprendre espoir, à reprendre des initiatives, la volonté de s'en sortir et de surmonter les obstacles. Parce que l'enfant qui s'en va en colo, ça peut entraîner aussi la famille vers le haut. Le tout conçu, bien sûr, dans une vision sociale, avec un accompagnateur et une aide financière appropriée. C'est un formidable outil d'action et de promotion sociale qu'il ne faut pas sous-estimer. Il nous semble donc particulièrement important, aujourd'hui, de réaffirmer une volonté de réappropriation des colonies par toutes les classes sociales, en les revalorisant comme lieu de transmission privilégié de l'éducation populaire. La vision des colonies de vacances que je décris n'est pas celle qui s'impose forcément aujourd'hui, et je le regrette. L'éducation populaire, qui s'était fortement développée dans les années 60, avait pour finalité la formation critique des citoyens dans une politique d'éducation large, visant l'émancipation par des savoirs et des pédagogies d'éveil accessibles au plus grand nombre. En face de cette situation, la tentation est grande de renoncer à la professionnalisation des animateurs à cause du coût, de réduire leurs droits en diminuant leur salaire ou en augmentant leur temps de travail, voire de recourir au bénévolat. Cela serait un tort. La question du coût des colonies, de l'accès des classes populaires à ces dernières ne se résout en aucun cas par la création de nouveaux travailleurs pauvres. Nous appelons donc les pouvoirs publics à mener des politiques sociales visant à favoriser le départ d'un maximum d'enfants et d'adolescents. Les colonies de vacances demeurent un des rares espaces de mixité et de cohésion sociale. Il convient de les préserver et mieux d'en augmenter le nombre. L'intercommunalité en marche pourrait être un levier judicieux pour relancer le droit aux vacances pour tous, dans l'esprit de la coopération des territoires. Encore faut-il impulser cette idée novatrice. Mais rien ne pourra se faire si l'État ne se préoccupe pas d'urgence de l'avenir des centres de colonies de vacances. Nous sommes plus inquiets aujourd'hui qu'hier, avec la réduction très forte des dotations aux communes et à l'ensemble des collectivités territoriales, d'autant plus que des charges nouvelles vont leur incomber, telles que la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Je ne suis pas contre, mais il faut trouver l'argent. Une certaine réduction des coûts peut être obtenue en limitant l'éloignement des centres de séjour, quelques éléments de recettes éventuels, en obtenant des tarifs très privilégiés de la SNCF. Par ailleurs, les CAF devraient flécher des crédits plus importants de la branche famille. L'ANCV pourrait créer un chèque séjour collectif enfants-jeunesse. Il faudrait par ailleurs que les salariés des TPE obtiennent des chèques vacances. Pourquoi ne pas instaurer également, mais ça a été abordé en disant non pour mon collègue Dufaux, une taxe spécifique sur l'hôtellerie de luxe? Je ne sais pas, c'est une question. Les vendre au secteur immobilier, en tout cas, comme j'ai vu le faire quelquefois au bord de mer, c'est ce qu'il y a de pire pour l'avenir de notre pays et de notre jeunesse. Par contre, ça rapporte aux collectivités, mais en fait, c'est une grande perte pour l'avenir. Par ailleurs, un intérêt supplémentaire au développement de nos colonies de vacances réside dans l'activité économique touristique de nos territoires, qu'ils soient de montagne, du littoral ou de nos campagnes. En effet, en considérant que celles et ceux qui fréquentent et apprennent à aimer ces espaces naturels pendant leur jeunesse seront les touristes de demain, il nous semble important de relancer cette fréquentation au travers des colonies de vacances. Cet apprentissage précoce permettrait de les montrer non pas comme des domaines réservés à quelques initiés, mais bien comme des espaces ouverts et de qualité pour tous. De fait, d'autres questions surgissent, notamment, je vois que je vais dépasser un peu, mais c'est exceptionnel. C'est la première fois pour mon compte personnel.
Je vais prendre mon élan, je vais y aller. Monsieur Dufaux, n'ayant pas consommé tout son temps, vous pouvez le prendre. Ah, il me donne, c'est bien. Il y a un pont quelquefois qui peut comme ça exister. De fait, d'autres questions surgissent, notamment la réhabilitation des centres d'accueil et d'hébergement, confrontés à leur obsolescence et leur vieillissement. La question de la sécurité aussi limite l'accueil des jeunes publics, notamment dans les refuges en montagne, malgré un texte de juillet 2003 qui permet d'utiliser dans la plupart des cas le support refuge. L'avenir des colos est l'affaire de tous, pas seulement pour le plaisir et le bonheur des vacances collectives, mais surtout pour que la société de demain retrouve force, confiance et espoir en l'avenir. L'école républicaine est concernée au premier chef. Je pense que tous les futurs enseignants, ça c'est une idée à creuser, je pense que tous les futurs enseignants devraient avoir l'obligation d'encadrer au moins une fois, c'est le minimum, une colonie de vacances et participer à une classe de découverte dans le cadre de leur formation initiale. Et ça peut aider à faire baisser un peu le prix. C'est un complément de formation indispensable, selon moi. On n'a pas discuté dans le groupe, mais c'est moi, c'est mon idée. Une immersion dans le réel. Et cela les inciterait à devenir, plus tard, des enseignants proches des familles. Une implication citoyenne comme du temps des écoles normales. La question du devenir des colonies, j'en arrive bientôt à la fin, est donc aussi l'affaire du ministre de l'Éducation nationale. Dites-le lui bien. C'est un temps qui doit être très riche pour les enfants, mais aussi pour les moniteurs et les enseignants. Elles sont à la fois le bonheur conjugué à l'essor humain, indispensable à notre jeunesse et leur famille. Notre groupe, très attaché au progrès social, a toujours œuvré pour les centres de vacances et le droit aux vacances pour tous. À nous de faire vivre la mixité sociale qui tire tous nos jeunes vers le haut, vers la réussite et le rayonnement. Rien ne serait pire que l'existence de colo-ghettos, les unes pour les riches, les autres pour les plus pauvres. Il en va de notre intérêt à tous. Merci de votre attention. Merci, Monsieur Le Squarnec. La parole est à Monsieur Jean-Bernard Magnier pour le groupe socialiste. Monsieur le Président, Madame la Ministre, mes chers collègues, les jolies colonies de vacances célébrées par la chanson populaire ont été à l'origine imaginées par des associations caritatives qui avaient une motivation hygiéniste et morale. Ainsi, elles ont organisé des séjours collectifs afin de revivifier les enfants en les envoyant à la campagne, à la mer ou à la montagne, et de favoriser leur développement physique et moral par des exercices au grand air, au soleil ou dans l'eau. Puis certains ont eu la louable intention d'éviter aux enfants l'ennui dans leur quartier pendant les vacances scolaires. Alors ils ont ouvert des colonies de vacances d'été, sans vocation curative, mais à but éducatif. Et si les premières colonies de vacances sont confessionnelles, une concurrence s'installe progressivement entre œuvres religieuses et œuvres scolaires laïques, et à l'initiative des caisses des écoles dans certaines municipalités. Très vite, le nombre de jeunes vacanciers augmente, passant de 20 000 en 1905 à 100 000 en 1913, puis 220 000 en 1938. La croissance rapide du nombre des colonies incite d'ailleurs l'État à intervenir pour les réglementer. Ainsi, entre 1949 et 1959, l'État soutient une politique de départ en colonie d'été du plus grand nombre possible d'enfants d'âge scolaire. Le ministère de l'Éducation nationale consacre à cette politique des moyens humains et budgétaires importants. Il organise la formation des équipes d'encadrement et finance la construction de centres de vacances. Ces centres de vacances, répartis dans plusieurs régions de France, et en Bretagne en particulier, représentent une plus-value réelle pour le tourisme rural. L'organisation de ces jours de vacances soutient à la fois l'offre sociale et l'extension géographique dans des territoires ruraux, de montagne ou de campagne, parfois reculés ou peu accessibles. Ainsi, l'âge d'or des colonies de vacances d'été durera jusqu'au milieu des années 60. La fréquentation des colonies d'été ne commencera à diminuer qu'en 1966, mais déjà, dès 1958, l'Éducation nationale s'était désengagée de leur organisation et le ministère des Sports en a repris la tutelle administrative. Ce retrait se traduit par une diminution de la participation des instituteurs, qu'évoquait tout à l'heure notre collègue, à l'encadrement des séjours, et par une réduction progressive des mises à disposition des enseignants. Rapidement, les associations adaptent avec succès l'organisation et le contenu de leur séjour à la demande des familles, des collectivités locales
et des comités d'entreprise, sur lesquels repose désormais la majeure partie du financement des colonies de vacances. Je voudrais, moi aussi, rappeler les effets bénéfiques spécifiques des colonies de vacances. Tout d'abord, elles permettent à des enfants de partir en vacances, bien sûr. De nombreux enfants, s'ils n'avaient pas accès à ces formules, demeureraient à leur domicile durant toutes les vacances scolaires. Et je veux rappeler ici les différentes aides à ces départs, les aides des municipalités, les aides des comités d'entreprise, des allocations familiales. Pour les enfants les plus défavorisés, les séjours en colonie de vacances donnent un cadre. Ils peuvent manger équilibré, dormir dans de bonnes conditions, enfin la plupart du temps, avoir un rythme de vie régulier et dialoguer avec des adultes. Ces séjours privilégient la liberté de jouer. Ils apprennent à l'enfant à se diriger lui-même dans sa vie. Il développe ses qualités à agir plus tard en tant que citoyen actif d'une démocratie. Car les jeux collectifs sont différents des exercices scolaires. Le séjour collectif de loisirs renverse la logique de l'école, qui ne laisse aux récréations qu'une place tout à fait subalterne dans la journée d'apprentissage. Au contraire, les colonies de vacances exploitent toutes les potentialités émulatrices des récréations et du jeu. L'éducation active par le jeu encourage la solidarité entre les enfants d'un même âge et la cohésion du groupe est imposée par la permanence de la vie collective, qui empêche les enfants de se replier sur eux-mêmes. Ainsi, ils apprennent à surmonter leurs inhibitions, leurs déceptions, leurs craintes, par la présence permanente des autres, par la répétition des épreuves qu'ils ont pu redouter ou auxquelles ils ont pu échouer, par la simplicité des jeux et par le renversement des rôles d'un jour à l'autre. L'Éducation nationale et les autres institutions en charge de l'accueil et de l'éducation des enfants ont accepté les principes de l'éducation active à partir des années 70, en développant les activités d'éveil, des méthodes pratiques d'instruction et des activités ludiques périscolaires. Le modèle de l'éducation active repose sur 4 principes: le jeu collectif, la constitution de petits groupes, la vie collective continue jour et nuit et l'encadrement par de jeunes moniteurs. L'éducation collective par le jeu est l'innovation principale de cette méthode. L'hébergement collectif inhérent à la colonie de vacances est un vecteur d'émancipation. Tous les acteurs collectifs, tous les accueils collectifs de mineurs, qu'il s'agisse d'accueil de loisirs, d'accueil de vacances, de séjours de scoutisme ou itinérants, en France comme à l'étranger, tous ces accueils favorisent la socialisation des jeunes qui y participent par leur intégration dans un groupe de leur âge. Les colonies de vacances sont l'occasion d'une séparation de l'enfant et de sa famille, mais aussi de ses éducateurs habituels et de son milieu de vie quotidien. Seuls, en fratrie ou même entre copains, les enfants qui partent en colo quittent leur lieu de résidence et leur terrain habituel de jeu familier pour partir à l'aventure dans des régions inconnues et retrouver sur place d'autres enfants de leur âge et des animateurs qu'ils ne connaissaient pas. Le groupe réuni lors d'un séjour de vacances est occasionnel, composé de personnes qui, pour la plupart, ne vont se fréquenter assidûment que pendant la durée du séjour, sans pouvoir s'éviter, mais en sachant qu'ils se perdront de vue par la suite. Chaque participant est invité à partager des moments de jeu, de convivialité et aussi d'intimité, sans que cela prête à conséquence pour sa vie quotidienne. En colonie de vacances, les jeunes peuvent faire des expériences, se découvrir des aspects nouveaux et inconnus de leur propre personnalité. Et cette émancipation progresse avec l'avancée en âge du jeune vacancier, parce qu'on lui laisse davantage d'initiatives dans les activités. Pour ces raisons, on constate que si les enfants sont parfois inquiets de partir en colonie de vacances, ils sont toujours tristes d'en revenir. On remarque en outre que parfois, les jeunes qui ont fréquenté des colonies de vacances à l'adolescence ont envie de suivre une formation pour intégrer une équipe d'encadrement. Pour la plupart de ceux qui fréquentent les colos, 16 ans est l'âge du dernier départ. Et environ 5% d'entre eux entreprennent dans la foulée les démarches pour obtenir le BAFA. Et bien souvent, ces jeunes, prêts à se dévouer au service des autres, sont tentés par un engagement social et parfois militant qui motivera à les intéresser tout au long de leur vie personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, on constate de plus en plus une professionnalisation de l'animation. C'est même devenu une revendication syndicale soutenue par une jurisprudence européenne qui vient modifier l'économie du secteur des loisirs des jeunes qui auparavant s'était constitué dans un monde associatif en marge du salariat et du droit commun du travail. Une partie des animateurs occasionnels ne considèrent plus l'encadrement d'un groupe de mineurs comme une activité militante ou bénévole et celui d'un séjour collectif comme une forme d'engagement éducatif et de vacances, indemnisé mais comme un travail de quelques semaines, mal rémunéré, que l'on accepte, faute de mieux, dans une période de chômage de masse,
en espérant qu'il soit considéré comme une expérience professionnelle et qu'il compte pour la retraite. Il en va de même des brevets d'aptitude aux fonctions d'animateur ou de directeur d'accueil collectif des mineurs, qui sont considérés comme la première étape d'un parcours de qualification professionnelle dans les métiers de l'action sociale et de l'enfance. La professionnalisation est cependant difficile à imaginer dans le secteur des séjours de vacances, divisé entre offres commerciales et fonctions sociales, organisateurs associatifs et sociétés à but lucratif, qui n'utilisent près de 150 000 animateurs et directeurs occasionnels que quelques semaines pendant 1 an ou 2. Car dans les centres de loisirs, de vacances, la réglementation exige désormais la détention d'un diplôme sportif pour la pratique d'un très grand nombre croissant d'activités, ce qui établit une double séparation selon le sexe et selon la qualification des animateurs brevetés sans diplôme et des animateurs diplômés. À présent, on fait une différence entre le bénévolat et l'engagement. On a tendance à penser que qualité égale professionnel et que bénévole égale amateur. On craint que les animateurs bénévoles ne soient pas à la hauteur. En conséquence, et compte tenu du fait que les exigences de sécurité des hébergements, des déplacements, des activités, notamment physiques et sportives, sont accrues par une réglementation qui impose toujours plus de qualification à l'encadrement, la présence des animateurs occasionnels, indemnisés plutôt que salariés, est mise en cause. Elle l'est d'autant plus quand 2 secteurs d'activité connexes, celui du sport d'une part et celui de l'accueil de la petite enfance de l'autre, sont de plus en plus réservés à des professionnels diplômés. On en est venu à distinguer le monde professionnel du monde occasionnel de l'animation. Le premier concerne les accueils de loisirs, dans lesquels existe la juxtaposition des types de contrats, à durée indéterminée, déterminée ou d'engagement éducatif, alors que les modes de financement de ces accueils, qui accaparent les 2/3 des animateurs occasionnels brevetés, pourraient supporter un alignement progressif sur les 2 conventions collectives de l'animation et du sport. En revanche, le mode occasionnel, par exemple, dans le cadre du volontariat de l'animation, pourrait demeurer le mode dominant d'encadrement des séjours de vacances, les professionnels n'étant requis que pour la pratique des activités dangereuses. Comme je l'ai dit précédemment, depuis 1995, l'évolution du marché a tendu à faire disparaître les séjours classiques, sans thématique, fréquentés par tous les milieux sociaux et à séparer les accueils collectifs de mineurs en 2 secteurs, l'un associatif et caritatif, semblable aux garderies d'été, l'autre commercial et concurrentiel, celui des camps itinérants, de tourisme et d'aventure pour adolescents des milieux aisés. Malheureusement, cette évolution apparaît particulièrement défavorable au départ en vacances des enfants des milieux aux revenus modestes ou moyens, qui n'ont accès ni au caritatif ni au commercial, ceux pour lesquels les colonies de vacances pourraient être justement les plus bénéfiques. On peut donc se demander si à ce niveau il doit y avoir intervention de l'État afin de continuer à maintenir coûte que coûte une offre bon marché de colonies de vacances. Si l'on est convaincu que ces vacances pour les enfants sont l'affaire de tous et que l'on regrette que trop d'enfants ne quittent plus leur environnement quotidien une fois de plus, une intervention de l'État apparaîtra comme la seule solution. Permettre aux 3 millions d'enfants qui ne partent pas en vacances d'avoir accès au moins une fois dans l'année à un séjour collectif représente un besoin estimé à 600 millions d'euros, 200 € pour chacun pour 3 millions d'enfants. Pour ce financement, la proposition numéro 1 du député Michel Ménard, dans son rapport sur l'accessibilité des jeunes aux séjours collectifs et de loisirs, est que l'État crée un fonds national d'aide au départ en vacances collectives, alimenté par des recettes nouvelles. À cet effet, certains ont proposé le rétablissement d'une taxe sur l'hôtellerie de luxe, qui avait été instaurée en décembre 2011, puis supprimée en décembre de la même année. Le rétablissement de cette taxe pour le financement du départ en vacances collectives des enfants de milieux défavorisés serait un geste de solidarité entre familles modestes et familles plus aisées. Mais une taxe de 2 à 6 % ne rapporterait que 100 à 200 millions d'euros. Dans le rapport que je viens de citer sont ensuite présentées une vingtaine de propositions. Vous les avez évoquées les uns les autres, je n'y reviendrai pas. Il serait bien aussi que l'engagement éducatif et civique d'adolescents et de jeunes adultes pendant quelques semaines de vacances reste un acte d'engagement désintéressé, reconnu comme tel. Il ne doit pas être dévalorisé en devenant une forme subalterne de salariat mettant à la disposition des employeurs une main-d'œuvre corvéable à bon marché. Le contrat d'engagement éducatif devrait répondre à toutes ces difficultés, mais il n'y parvient encore pas tout à fait. Les associations avancent plusieurs formules de volontariat qui s'articulent aujourd'hui autour d'une démarche commune, une plateforme conduite par l'association Jeunesse au plein air, la JPA. Cette démarche revendique le principe
d'un volontariat limité par une durée fractionnable réservée aux milieux associatifs sans but lucratif et agréé pour l'exercice de missions d'intérêt collectif général à caractère social et éducatif, bien que cette restriction puisse introduire une distorsion de concurrence avec les offres d'accueil de mineurs proposées par le secteur commercial. La Ligue de l'enseignement, quant à elle, souhaite que le volontariat ne soit pas utilisé pour l'encadrement des centres de loisirs pendant les vacances scolaires. Les principaux syndicats représentant les professionnels de l'animation et du sport souhaitent de leur côté séparer nettement le statut des salariés de l'animation de celui des volontaires qui n'exerceraient que pendant les vacances. Ainsi, on peut aujourd'hui regretter que la désaffection vis-à-vis des colonies de vacances, qui affaiblit la connaissance de notre pays par les jeunes générations, l'éducation citoyenne, l'émancipation des vacanciers et des jeunes qui les encadrent, la découverte et l'aventure collective, qui sont les vertus propres au séjour collectif, en souffrent. Mais cela est lié à l'évolution de la société, aux diverses craintes exprimées par les parents, au coût trop élevé des séjours collectifs, à la hausse du prix des transports, à la baisse des aides sociales, qui prenaient en charge une partie de ces prix. Désormais, les enfants et les jeunes partent moins loin, moins longtemps, moins souvent. Quand ils partent, c'est entre eux, en petits groupes, attirés par des activités à la mode. L'affaire du temps de repos des animateurs sous contrat d'engagement éducatif n'a pas arrangé les choses. C'était la norme de trop qui a provoqué une révolte dans le monde des colos et a ouvert une réflexion collective sur leur avenir. Certains disent même que les colos appartiennent aux ringardes associations de l'éducation populaire. Imaginez-vous pour les anciens comme on en parle aujourd'hui. L'État et les financeurs sociaux privilégient à présent les accueils des loisirs de proximité. Mais doivent-ils continuer à le faire en abandonnant des séjours collectifs de vacances aux lois du marché, à la segmentation en cours des clientèles? À titre personnel, il me paraît préférable de favoriser pour les séjours de vacances pour mineurs une mixité sociale, territoriale, voire éducative, et d'éviter qu'ils deviennent un produit commercial comme un autre. Car les colonies de vacances associatives ont un rôle clé à jouer, tant pour la cohésion sociale du pays, l'économie du tourisme social, l'éducation à la citoyenneté, l'émancipation des jeunes et la garantie d'un droit aux vacances pour tous. Je vous remercie en m'excusant d'avoir été trop long. Merci, mon cher collègue. La parole est à Monsieur Claude Dumézeil pour le groupe socialiste. Bonjour. Pardon, je ne dépasserai pas mon temps, tu vas voir. Bien, mesdames, messieurs, monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, je vais essayer de me détacher du papier que j'avais consciencieusement préparé parce que je risque de répéter ce qui a déjà été dit. Je vais vous dire tout simplement, j'ai une expérience des colonies de vacances qui ont été créées particulièrement sous le Front populaire et qui ont vu un grand développement après la guerre de 39-45. Et bien souvent, ces colonies de vacances ont été créées par les résistants qui avaient découvert des lieux qui pouvaient accueillir des enfants, qu'ils ont restaurés, qu'ils ont aménagés. Et pour ce qui me concerne, j'ai connu les colonies de vacances pendant très longtemps. Je l'ai connu à l'époque où j'étais tout jeune enfant, où on allait en colonie de vacances tout simplement pour changer d'air et quelquefois pour manger, pour bien manger. Ensuite, les colonies de vacances sont développées, mais très vite on s'est aperçu qu'il y avait des questions de salubrité et de sécurité qui se posaient tout à fait normalement. Et c'est la raison pour laquelle petit à petit, les colonies de vacances, le coût a augmenté et le coût du séjour a augmenté et peut-être c'est une des explications du rejet peut-être et de la perte de vitesse des colonies de vacances. Puis il y a eu aussi les structures familiales. La structure familiale a complètement changé. Les familles recomposées faisaient que on part avec la maman, on part avec le papa, ou bien on part avec les grands-parents. Et les communes ont mis en place des centres de loisirs pour hébergement, les centres aérés, ce qui fait que, petit à petit, la fréquentation des colonies de vacances a grandement baissé. Mais il y a surtout le coût pour les familles modestes. Il faut le dire, c'est le coût qui a sans doute été un des facteurs
les plus redoutables pour les colonies de vacances. Et pourtant, le besoin des colonies est patent, parce que pour les enfants, c'est l'apprentissage de l'autonomie, de la responsabilisation, en même temps que de la vie en communauté, hors du cadre familial, qu'on ne trouve pas, bien sûr, dans les centres de loisirs sans hébergement. Mais je voudrais en venir à des considérations plus d'actualité en ce qui concerne les colonies de vacances. En 2003, je m'étais inquiété de l'héritage des colonies de vacances, parce qu'il y a un héritage des colonies de vacances, et particulièrement l'héritage immobilier. Et dès 2003, j'interrogeais déjà le gouvernement de l'époque sur le problème posé par la désaffection du parc immobilier anciennement occupé par les colonies de vacances. Ce problème, si je l'ai posé, c'est qu'il est particulièrement prégnant en zone rurale, parce que c'est là qu'étaient installées les colonies de vacances. Alors, à l'époque, on m'avait répondu, mais complètement à côté du sujet, sur des mesures incitatives en faveur de l'habitat dans les territoires ruraux, ce qui n'avait absolument rien à voir, parce que quand vous avez un bâtiment, un grand bâtiment, qui est bien souvent dans un état presque en ruine, pour arriver à construire ou à l'aménager, eh bien, pour les communes rurales, ça n'est pas possible. Donc, on avait oublié que les accueils de séjours de vacances pour mineurs sont une plus-value, bien sûr, pour le tourisme des départements littoraux, bien évidemment, mais également de montagne, y compris dans les territoires difficiles d'accès. Ainsi, les départements des Alpes du Sud sont-ils encore aujourd'hui dans le peloton de tête du nombre de journées de colonies de vacances? Néanmoins, si les fermetures de centres de vacances pour mineurs aboutit plus facilement à une reconversion en résidence secondaire ou de tourisme classique par l'accueil des familles, il n'en est pas de même en montagne, où la fermeture signifie bien souvent l'abandon du site, et ce, alors même que l'activité des centres de vacances pour mineurs sont un soutien non négligeable de l'économie locale. Voilà ce que je voulais vous dire dans ce débat, et je m'en tiendrai tout simplement à dire que, pour moi, ce qui est préoccupant, bien sûr, c'est les colonies de vacances, c'est bien sûr l'héritage qui demeure, mais c'est surtout l'avenir de l'accueil des jeunes, de ces 3 millions de jeunes qui ne partent pas en vacances. C'est cela qui est important. Et c'est vers eux qu'il faut mettre l'accent pour qu'ils puissent avoir des vacances décentes, surtout les plus défavorisés, découvrir un monde nouveau, inconnu pour eux, et puis peut-être tout simplement qu'ils aient aussi, ça n'est pas négligeable, pourquoi ne pas le dire, la possibilité de jouer, d'être pris en charge et même d'avoir une alimentation équilibrée. Je n'ai pas utilisé mon temps de parole et vous considérerez que j'ai cédé une partie de mon temps de parole au groupe CRC compte tenu des dépassements qu'il avait eu. Je n'en tirerai aucun remerciement. Je vous remercie. Nous quittons l'hémicycle du Sénat. Merci à vous d'avoir suivi cette séance. Nous y reviendrons plus largement dans notre édition de 19h. Mais tout de suite, c'est Preuve par 3, l'émission politique de la rédaction de Public Sénat qui reçoit ce soir Michel Barnier, commissaire européen. Bonne soirée, à tout à l'heure.